J'ai le plaisir d'accueillir maintenant Fabrice Matatia. Fabrice est un polytechnicien et également un docteur en droit. C'est un haut fonctionnaire, il travaille au ministère de l'Intérieur et c'est un des spécialistes de la protection des données. À la fois parce qu'il a eu dans son passé l'occasion de créer une entreprise et d'être confronté à ces questions de données, et également parce qu'il en a fait sa spécialité. Il dirige un master spécialisé sur ces questions. Il est également l'auteur de plusieurs livres, donc droit d'auteur et propriété intellectuelle chez Erol, et également guide juridique de la communication sur le web, qui sont des ouvrages qui sont utiles pour comprendre en tant que dirigeant quelle est la responsabilité que nous avons dans l'utilisation des données. Alors, juste pour rappeler quelques souvenirs, la donnée, c'est ancien, puisque nous avons des traces à Babylone, il y a 5000 ans, de tablettes qui étaient gravées de symboles et qui sont des comptabilités, et donc qui étaient déjà de la donnée. Et puis, pour ceux qui s'intéressent à ces sujets de la civilisation du bassin du Moyen-Orient, on a trouvé maintenant des traces remontant à 15 000 ans de cités. Alors, c'était des cités temporaires, apparemment, nous disent les scientifiques, qui étaient construites par les tribus quand elles se réunissaient pour un grand événement. Donc, une période où l'humanité était essentiellement nomade. On est avant la construction des grandes cités mésopotamiennes. Mais on avait déjà des endroits où pouvaient se réunir plusieurs milliers, voire plusieurs dizaines de milliers de personnes, ce qui est extrêmement troublant, puisque ce sont une nouvelle découverte. Il est fort probable qu'à l'occasion de ces grands rassemblements humains, il y avait déjà des données qui étaient collectées, il y avait déjà des récits qui étaient enregistrés pour être transmis, et il y avait déjà donc des comptes rendus de réunions. Il y avait déjà finalement des données personnelles qui devaient être quelque part enregistrées. Tout cela est bien sûr un point de vue très occidental. N'oublions jamais que nous avons tendance à voir l'histoire par rapport à ce qui nous concerne, mais que de l'autre côté du monde, je pense notamment à l'Asie bien sûr, mais également potentiellement à d'autres endroits dans le monde, il y a eu des civilisations dont nous ignorons à peu près tout et que nous découvrons un petit peu maintenant, qui ont pu garder des données personnelles également. Ce qui s'est passé dans un délai plus court, c'est-à-dire à partir des années 80, c'est l'arrivée de la micro-informatique, suivie de l'arrivée d'Internet, suivie de l'arrivée du téléphone mobile, suivie aujourd'hui de l'arrivée des réseaux sociaux et de l'intelligence artificielle. Et donc, c'est devenu un sujet qui existait déjà, mais qui est maintenant crucial. Sans plus attendre et en espérant que sa présentation va se charger sur l'écran derrière moi, je transmets l'outil nécessaire à Fabrice et je lui laisse la parole. Merci beaucoup, Patrick. C'est bon pour le micro? Alors, qu'est-ce qui se passe? Ah, pour la présentation Pour la présentation, ça ne veut pas. Allez, je te gère. Oui, donc on va donc évoquer là pendant quelques minutes donc tout ce qui est le traitement des données personnelles, qui est un sujet qui n'est pas totalement nouveau. Hein, comme le rappelait Patrick, les données personnelles, ça existe depuis plus de 40 ans. La CNIL aussi, la loi informatique et liberté aussi, donc c'est pas totalement nouveau. Simplement, avec l'entrée en application du RGPD en 2018, c'est un sujet qui est passé au premier plan de l'actualité. Et c'est un sujet qui nous concerne tous, parce que nous sommes tous des internautes, parce que nous sommes tous des consommateurs. Donc, les différents fournisseurs que nous avons, chez qui nous achetons, ont des données sur nous. Nous sommes tous des citoyens, donc l'État a des données sur nous. Et si nous sommes des entrepreneurs, nous avons des employés, et du coup, nous gérons les données de nos employés. Nous avons des clients, et nous avons les données de nos clients. Et donc, tout ça, ça veut dire que voilà, nous baignons complètement tous, dès le matin, dans les histoires de données personnelles. Nous en générons dès qu'on se lève et qu'on allume le smartphone, paf, on se met à générer de la donnée personnelle.
Donc, on ne peut plus échapper du tout au RGPD. C'est un sujet qui imprègne maintenant chaque minute de nos vies. Alors, c'est un enjeu pour toutes les entreprises parce que voilà, ça vous tombe dessus, le RGPD. Vous ne savez pas déjà ce qu'il y a dedans et encore moins comment l'appliquer. Juste par curiosité, est-ce qu'il y en a qui ont essayé de regarder, d'ouvrir le RGPD pour voir à quoi il ressemble? Voilà, c'est une petite minorité. Question subsidiaire, vous avez compris? Pardon? Oui. Ah, donc, il y a une minorité très atypique alors. En fait, voilà, le RGPD, c'est un texte qui est, déjà, pour ceux qui ne l'ont pas regardé, il fait que 88 pages dans sa version journal officiel de l'Union européenne. Il y a 99 articles qui sont précédés par 177 points de préambule. Ces articles font tous référence les uns aux autres dans tous les sens. Ils sont même parfois autocontradictoires. C'est incompréhensible, c'est monstrueux. Enfin bref, voilà, c'est complètement incompréhensible. Donc c'est normal, personne à part les experts justement ou les juristes, personne n'y comprend rien, c'est normal. Ou plutôt, c'est pas étonnant. Je dirais pas que c'est fait exprès. Je dirais pas jusqu'à dire comme Jean-Christophe tout à l'heure que les juristes qui ont besoin de faire du business ont rédigé exprès un RGPD incompréhensible. Mais c'est pas étonnant. Alors ce qu'il faut, c'est arriver dedans à trouver quelles sont vraiment les lignes de force, les points fondamentaux à appliquer et les grands principes qui en découlent. Alors, parmi les grands principes, on va dire, donc, ça va être l'objectif du RGPD, c'est de protéger les droits et les libertés des personnes. Alors, je le dis parce que assez souvent, et aussi bien sur le site de la CNIL d'ailleurs, vous trouverez l'expression de protection de la vie privée. Et ça, c'est inexact. Dans le RGPD, il n'y a pas une seule fois les mots vie privée. Le but de tout ce que l'on met en place, c'est bien de protéger les droits de chaque individu et sa liberté. Donc, comme l'a dit Patrick, je travaille au ministère de l'Intérieur, par exemple. Vous avez le fichier électoral. Le fichier électoral, c'est quelque chose qui est public. N'importe quel électeur peut aller consulter le fichier électoral sur lequel il y a la liste de tous les autres électeurs, non seulement de sa commune, mais même de n'importe quelle commune de France. Donc, vous pouvez demander aller voir tous les registres électoraux. Donc, votre présence sur le registre électoral n'est pas une question de vie privée. En revanche, notre mission, point de vue RGPD, c'est de s'assurer que le registre électoral est bien exact et à jour et qu'il sera bien disponible le jour du vote. Parce que si le jour des élections, il n'y a pas de registre électoral disponible et que du coup les mairies ne peuvent pas imprimer le listing, du coup vous ne pourrez pas aller voter. Donc c'est bien une question de droit de vote, de s'assurer que c'est bien le bon électeur qui est bien inscrit au bon endroit et qui pourra bien aller voter le jour de l'élection. C'est bien une question de pouvoir exercer le droit de vote et non pas une question de vie privée. Et ça fait partie des erreurs que l'on entend souvent, de confondre vie privée et liberté ou droit. Ben, cela dit, la vie privée aussi, c'est une notion qui est récente dans le droit. Est-ce que vous avez une idée de quand est-ce que finalement cette notion de vie privée est rentrée dans la loi française? Non, dans le droit général, enfin, même en droit du travail, je ne sais pas, mais... C'est pas au travers de ça, c'est pas au travers du droit à la déconnexion dans les années 2000. Oui, mais avant, il avait fallu... le droit à la déconnexion, c'est pas tellement de la vie privée, c'est aussi une question d'équilibre, enfin, de fait qu'on n'est pas au travail 24 heures sur 24. Pour la vie privée? Non. Dans l'illusion du Conseil d'État, ça doit être dans les années 80. Non. Non. Non, le droit à la vie privée, c'est l'article 9 du Code civil, mais il date pas de Napoléon, il a été mis dans le Code civil en 1970. Donc, c'est-à-dire qu'avant 1970, la notion de vie privée en France n'existait pas. Voilà, et donc, voilà, complètement inconnu en droit français avant 1970. Ça fait réfléchir.
Cela dit, quand vous parliez de décision, le Conseil constitutionnel, en 1999, a dit que la vie privée était une condition indispensable à la liberté. Donc, du coup, le Conseil constitutionnel a lié vie privée et liberté. Mais il n'y a pas un droit privé à la correspondance depuis très longtemps. Ah, au secret des correspondances. Secret, pardon, des correspondances. Oui, un droit au secret des correspondances. Oui, mais c'est pas pareil. C'est-à-dire que vous avez une vie privée, même quand vous n'écrivez pas une lettre ou un mail. J'entends. Mais les deux ne sont pas cibles, mais sont du coup, ils sont indépendants. Ce qui veut dire, du coup, d'ailleurs, au passage que juridiquement, chacun aura sa propre vie juridique, qu'on comprend bien que c'est un peu la même histoire, mais que du coup, juridiquement, chacun va avoir des sources différentes, des conséquences différentes. Mais en tout cas, le secret des correspondances ne suffit pas à lui tout seul, puisqu'on on a une vie privée, même quand on ne correspond pas. Donc, voilà, cette notion de vie privée, elle est également récente, c'est quasiment contemporain, les notions de données personnelles et de vie privée, mais c'est deux notions qui sont contemporaines mais distinctes. Elles sont toutes les deux très récentes, mais montées très vite aussi au sommet de la hiérarchie des normes et des droits, puisque donc la vie privée, inventée en 1970 et en 1999, le Conseil constitutionnel a dit que c'était indispensable à la liberté, donc ça se rattachait à la Déclaration des droits de l'homme, donc c'est même au-dessus de la Constitution. Donc la vie privée se retrouve désormais au-dessus de la Constitution. Et puis pareil pour la protection des données personnelles. Donc là, en droit français, introduite par la loi de 78. Et en 2006, la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne qui a classé ça parmi les droits fondamentaux du citoyen européen. Donc ça veut dire que la protection des données personnelles se retrouve en droit au-dessus de tout le droit français, même au-dessus du RGPD. C'est un droit fondamental. Ce qui, je ne sais pas si on a le temps d'évoquer, mais ce qui risque de poser quelques petits problèmes pratiques d'un point de vue numérique. Jusque-là, on a parlé de données personnelles, mais en fait, on n'a pas défini ce dont on parle. Qu'est-ce que vous pourriez me donner comme définition ? C'est quoi vous pouvez me donner des exemples, mais ce que je veux, c'est une définition. Comment est-ce qu'on définirait la donnée personnelle ? Il peut identifier une personne indirectement, par recoupement de données aussi. Est-ce que j'ai d'autres propositions ? Ben ça, c'est ce que j'entends dans 99% des cas quand je pose la question, sauf que c'est faux. Donc, en fait, avec le RGPD, il y a plein de légendes urbaines comme ça qui circulent et de fausses notions qu'il faut remettre en place. Donc, dans ce que vous avez dit, c'est donc tout ce qui permet d'identifier une personne. Alors oui, tout ce qui permet. Oui, bien sûr, mais donc ce sont des. C'est un ensemble de données qu'on peut trouver. Oui, non, mais ça, c'est un sous-ensemble de données personnelles. Mais c'est pas la définition. Il y a des données personnelles qui ne permettent pas d'identifier une personne. Quand vous parlez, c'est bien. Attendez d'avoir le micro pour parler, parce qu'il y a ceux qui sont sur Zoom qui ne vous entendent pas votre question. En fait, par exemple, si on fait une liste des participants à cette réunion pour le compte-rendu, et que donc on va faire un tableau des participants, et donc Melchior Chassagne fait il y aura les noms, prénoms, et qu'on met ensuite savoir si nous sommes majeurs ou pas. Et donc une croix, voilà, le cabinet met une petite croix pour savoir, une colonne, savoir si on est majeur ou pas. L'information de savoir qu'on est majeur, a priori, ce n'est pas une info qui me permettra d'identifier une personne dans cette salle. Enfin, s'il y a un mineur dans cette salle, je ne l'ai pas vu en tout cas. Et pourtant, le fait que chacun d'entre nous est majeur est une donnée personnelle pour chacun d'entre nous. Et pourtant, vous voyez qu'elle n'est pas du tout identifiante, celle-là. Donc les données personnelles, c'est plus large que les données identifiantes. C'est toute donnée qui se rapporte à une personne. Et cette personne-là étant identifiée. Mais la donnée se rapporte à la personne, même si elle n'est pas du tout identifiante. Donc le fait que nous soyons majeurs est une donnée personnelle, même si elle ne suffit pas du tout à identifier une personne. Donc c'est-à-dire que le champ des données personnelles va être encore plus large que ce qu'on pensait. Voilà, ça veut dire que les enjeux vont être encore plus gros pour vous. Alors, on va passer, voilà, donc données personnelles, toute information relative à une personne physique, plutôt vivante. C'est pas écrit noir sur blanc, mais pour les personnes décédées, ça s'applique plus. Identifié ou identifiable.
Et ensuite, il va y avoir dès qu'on touche à ce type de données, avec CLAC, ça veut dire qu'on fait un traitement dessus, donc le RGPD va s'appliquer. Donc voilà, là, les organisateurs qui font un tableau de liste des participants, CLAC, ils sont en train de faire un traitement de données personnelles. Alors, une notion qui est importante, c'est de déterminer qui est le responsable de ce traitement. Donc voilà, par exemple, donc toujours le même exemple, les organisateurs décident de faire un tableau des participants. Du coup, celui qui décide de faire quelque chose avec des données, qui décide qu'est-ce qu'on va faire et comment on va le faire, c'est celui que le RGPD va nommer le responsable de traitement. Et donc, comme son nom l'indique, c'est lui qui va être responsable de devoir faire tout ce que le RGPD l'oblige à faire. Autre notion, c'est celle de sous-traitant. C'est binaire, le RGPD. Vous êtes l'un ou vous êtes l'autre. Donc, le sous-traitant, c'est celui qui va traiter des données pour le compte d'un responsable et selon ses instructions. Donc, a priori, dans cette vision des choses, le sous-traitant, il est plutôt complètement passif. Hein. Il fait ce qu'on lui dit de faire et il n'a pas d'autonomie de décision. Du genre, par exemple, toujours le même exemple, eh bien, Melchior Chassagne met la liste des participants, comme ils l'ont fait pour là, les intervenants, vous mettez ça sur Google Doc, donc chez Google. Du coup, Google se retrouve être votre sous-traitant, puisque vous avez stocké des données chez eux. Voilà, Google n'a aucune initiative, il stocke ce qu'on lui demande de stocker et il n'y touche pas. Donc, Google est votre sous-traitant. Donc, toutes les obligations, elles vont tomber sur les épaules du responsable. C'est lui qui est tenu de tout respecter. C'est lui qui va se prendre des sanctions si ce n'est pas bien fait. Aussi bien les sanctions prévues dans le RGPD qui se montent à 20 millions d'euros ou 4% du chiffre d'affaires mondial, en prenant le chiffre le plus élevé. Je ne sais pas si vous avez vu, la semaine dernière, la CNIL a mis 100 millions d'euros d'amende à Google. Et puis, il y a aussi des sanctions pénales, c'est-à-dire que c'est moins connu, mais le non-respect des obligations sur la protection des données est également un délit. C'est dans le code pénal, et vous risquez 5 ans de prison et 300 000 euros d'amende. Honnêtement, je n'ai jamais vu aucun juge mettre ça, parce que les juges s'en fichent un peu. Donc voilà, le risque pénal, sur le papier, il existe, mais c'est pas pour vous le plus important. Parmi les notions nouvelles du RGPD, il y en a une qui porte un nom un peu compliqué et qui est complexe à comprendre, mais en fait qui est centrale. Et quand je vous disais que le RGPD est un texte assez monstrueux, en gros, pour nous, les experts, parce que moi ça fait 15 ans que je travaille sur les données personnelles, j'ai passé ma thèse de droit dessus il y a 10 ans, donc c'est pas nouveau pour moi, hein. Mais il nous a quand même fallu 6 mois pour comprendre que ça c'était le point central du RGPD. Et collectivement, on s'en est tous rendu compte fin 2018, début 2019. En fait, le RGPD prévoit quelque chose qui s'appelle une base de licéité. Pour chacun de vos traitements, donc pour chaque chose que vous faites avec des données, vous devez choisir là-dedans pour quelles raisons vous êtes en train de faire ce traitement. Et pourquoi c'est le point central? C'est qu'en fait, les droits des personnes, puisque je vous avais dit au début que le RGPD était là pour garantir les droits de tous les individus, mais en fait, les droits des personnes vont être différents suivant la base que vous allez choisir. Donc ça veut dire que dans votre travail, à partir du moment où vous êtes responsable de traitement, c'est d'abord de faire un recensement de tout ce que vous avez en stock comme traitement de données, et puis ensuite de savoir pour chacun de ces traitements quelle est votre base de licéité. Alors vous avez certains traitements que vous allez faire par obligation légale. Donc vous avez des salariés, vous devez prélever les cotisations sociales, donc vous devez calculer la cotisation sociale à prélever sur chaque salarié, vous devez calculer l'impôt à la source sur chaque salarié, c'est une obligation légale qui vous dit de le faire. Donc là, pas de problème, tout ça c'est obligation légale. Vous avez un certain nombre de choses qui vont être exécution d'un contrat, vous avez un client, donc vous notez que tel client vous a commandé telle chose qui doit être livrée à telle adresse et puis il règle avec tel numéro de carte bancaire ou par virement, par prélèvement sur son compte et vous avez son numéro de compte. Ben ça, c'est clair que c'est l'exécution de son contrat de vente. Et puis pareil pour aussi la gestion les gestions RH, un certain nombre de choses, toute la gestion du salarié, la paye du salarié, ses comptes formation, etc. Ça va être l'exécution du contrat de travail.
Bon, vous n'avez pas nécessairement la mission d'autorité publique, moi je l'ai plus. Vous avez ensuite la notion d'intérêt légitime, c'est tout ce que vous faites parce que c'est dans votre intérêt à vous, soit parce que soit vous êtes dans le trading de la donnée, vous monétisez la donnée, donc c'est votre intérêt de gagner de l'argent avec, soit tout simplement parce que pour votre fonctionnement, vous en avez besoin. Toujours le même exemple, les organisateurs font une liste des participants à cette réunion, bah, ça fait partie de leur fonctionnement. Bah, ils ont besoin d'avoir des listes d'invités, déjà des listes de prospects, des listes d'invités, des listes de gens qui répondent oui, des listes des participants s'il faut signer à tout le monde ici. Donc ça, c'est leur intérêt légitime que pour que la réunion se déroule, ils doivent traiter les données des participants. Ensuite, on a beaucoup médiatisé depuis 2 ans et demi la notion de consentement des personnes. Et ça, c'est une énorme légende urbaine. Le RGPD ne systématise pas du tout le consentement de l'individu. Au contraire, en fait, le consentement de l'individu, vous n'avez pas à le demander dans tous ces cas-là. Et ce n'est que quand le consentement de la personne est vraiment votre base de licité que vous devez lui demander son consentement. Mais en fait, c'est un cas qui est très, très, très marginal en pratique. Parce que quand vous regardez qu'est-ce que c'est qu'un consentement au sens du RGPD, le RGPD veut que le consentement soit libre. Et pour que le consentement soit libre, ça veut dire qu'il n'y a pas de chantage sur la personne pour qu'elle l'accepte. Autrement dit, vous devez rendre le service demandé à la personne, même si elle refuse de donner ses données. Donc vous vous rendez compte qu'avec une telle définition, il n'y a pas grand-chose qui rentre dans cette catégorie. C'est-à-dire quelque chose où la personne peut refuser de vous donner ses données et vous allez quand même vous fournir une prestation derrière. À part les cookies, donc elle accepte ou pas des cookies sur son ordinateur, à part l'abonnement à une newsletter, enfin, à part quelques trucs comme ça, mais vous vous rendez compte que dans vos activités, d'habitude, vous avez réellement besoin des données des gens pour fonctionner. Que ce soit vos clients ou vos salariés, vous avez besoin de leurs données, sinon ça ne marche pas. Donc ça veut dire que vous n'êtes pas en consentement, et donc ça veut dire que vous ne leur demandez pas leur consentement. Ben voilà, oui, c'était ça. Et un mauvais usage du consentement, ça peut, à contrario, ça peut vous coûter cher. Il y a 2 ans, exactement, en janvier 2019, Google s'est pris 50 millions d'amende parce qu'il avait une mauvaise gestion du consentement des utilisateurs. Donc, ma recommandation, voilà, c'est d'oublier ces histoires de consentement qui ont été très médiatisées il y a 2 ans et demi, mais qui en fait c'est une mauvaise lecture du RGPD. En fait, le plan d'action que je vous suggère tient en 5 points. Mais déjà, c'est désigner un pilote, c'est-à-dire dans votre entreprise, vous avez des données personnelles nécessairement. Et donc, il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui s'occupe de ça déjà pour faire un état des lieux. Donc, charger quelqu'un qui va quand même avoir quelques notions de base, charger quelqu'un de s'occuper du dossier et de rendre compte à la direction. Et sa première tâche, c'est de faire l'état des lieux, donc aller recenser tous les traitements de données qu'il peut y avoir dans tous les recoins de l'entreprise, aller regarder dans tous les tiroirs, pour avoir vraiment une vision complète de ce qui se passe, quelles sont les données qu'on traite, qu'est-ce qu'on en fait. Déjà, rien que recenser. À partir du moment où on a ce recensement, on peut commencer à réfléchir aux bases de licéité pour chacun de ces traitements. Donc, ce que je vous ai dit tout à l'heure, choisir parmi les 6 possibilités, laquelle pour chacun des traitements. Et du coup, parmi les conséquences, vous en déduisez quels sont les droits des personnes. Donc, les droits, je vous ai dit, les droits sont différents. Si vous avez choisi le consentement, la personne peut retirer son consentement à tout moment. Et du coup, vous devez effacer toutes les données. Donc, on comprend bien qu'on ne peut pas baser sur le consentement quelque chose où vous avez besoin de conserver un historique de l'échange. Que ce soit pour vous, pour votre activité, ou même pour des besoins légaux. Vous avez peut-être besoin de conserver des factures, de conserver... Donc tout ça, ça veut dire que ça ne peut pas être basé sur le consentement. Si vous êtes en intérêt légitime, la personne a un droit d'opposition. Donc voilà, je pourrais aller voir les organisateurs là et dire je fais opposition, je refuse d'apparaître sur la liste des participants.
Mais ce droit d'opposition, il n'est pas absolu dans ce cas-là. Et donc, l'organisateur va mettre en balance le fait de dire vous ne voulez pas être sur la liste des participants, mais moi, j'ai quand même besoin d'avoir cette liste pour différentes raisons. Je ne sais pas, peut-être pour montrer là au centre qui nous héberge, peut-être qu'il y a une jauge et qu'il faut pouvoir prouver qu'on n'a pas dépassé la jauge, donc vous avez besoin d'avoir la liste des participants. Encore que là, le nombre suffirait, donc ce ne serait pas une bonne raison. Mais enfin bon, il y a peut-être des raisons qui font qu'ils auraient besoin. Donc là, on met en balance, et donc il y a une opposition d'un côté, vous avez un besoin de l'autre, vous mettez en balance et vous acceptez ou vous refusez l'opposition au cas par cas. Et là, on ne peut pas dire à l'avance si ce sera oui ou si ce sera non. Et puis, il y a d'autres cas où la personne n'a pas du tout de droit d'opposition, du genre l'obligation légale. Si vos salariés vous demandent de ne pas prélever leur cotisation sociale, voilà, non, ça ne va pas le faire. Et puis, si vous êtes tous contribuables, si vous allez demander au fisc de vous effacer de la liste des contribuables, là aussi, ça ne va pas marcher. Donc, voilà, donc, il y a des fois où nos droits sont très, très réduits, et en fait, voilà, où quasiment l'individu n'a aucun droit. Mais donc, ça dépend étroitement de la base de licéité qu'on aura choisie. Ensuite, quand on en est là, on peut commencer à rentrer un peu plus dans le détail. Donc là, il faut quand même prendre quelqu'un, un expert qui s'y connaît un peu plus, pour voir traitement par traitement, est-ce que je suis conforme ou est-ce qu'il faut que je creuse un peu plus? Est-ce qu'il y a des non-conformités? Comment les rectifier? Est-ce que l'obligation de sécurité est bien respectée? Ça, c'est une des obligations importantes dans le RGPD. Parmi les choses, là on est en train d'y venir, là, vous voyez, au bout de 2 ans et demi de RGPD, la question de la sous-traitance, donc des contrats qu'on a avec nos sous-traitants au sens données personnelles, est-ce qu'ils sont bien conformes? Par exemple, justement, le fait que les organisateurs recourent à Google pour faire le partage de documents entre les intervenants, je pense que ça va poser un problème de sous-traitance. Un double problème. D'abord parce que le contrat Google ne va pas être conforme, parce que le RGPD est très exigeant sur ce qu'il doit y avoir dans un contrat de sous-traitance, et puis parce que en plus Google est une société de droit américain avec des serveurs aux États-Unis en prime, et depuis 6 mois, en fait, les exportations de données hors de l'Union européenne, en pratique, doivent être considérées comme quasiment illégales. Donc, ça veut dire que le recours à Google est illégal. Tous ceux qui sont en train de faire leur smartphone là, avec Android, ils sont dans l'illégalité. C'est ce que je disais tout à l'heure, quand je disais le fait que ce soit un droit fondamental, ça va nous poser des problèmes. En fait, vous savez tous depuis Snowden qu'aux États-Unis, la NSA lit allègrement toutes les données de tout ce qui est traité par les sociétés américaines, Google, Facebook et autres. Microsoft. Or, justement, le RGPD garantit à tous les Européens un certain nombre de droits, dont la confidentialité de leurs données. Et donc, le fait que la NSA lise tout, c'est carrément contradictoire avec le RGPD. Et même pire, comme je le disais, c'est la Charte des droits fondamentaux. Le gouvernement américain ou le droit américain piétine les droits fondamentaux des Européens. Alors, ça faisait 20 ans qu'on essayait de faire semblant de regarder ailleurs. Depuis Snowden, on a continué à regarder ailleurs en se disant « Ah ben non, c'est pas grave ». Mais par 2 fois, la Cour de justice de l'Union européenne a dit que c'était complètement illégal. La dernière fois, c'est en juillet dernier, où elle a annulé les accords d'échange de données avec les États-Unis. Et plus largement, ça risque de s'appliquer à tout pays qui n'est pas dans l'Union européenne. Donc, en fait, toute exportation de données hors de l'Union, aujourd'hui, vous êtes quasiment dans l'illégalité quand vous en faites. Ça veut dire que c'est à vos risques et périls si vous avez un client qui porte plainte, ou si, ouais, je ne pense pas que quelqu'un vous traînera au tribunal pénal pour ça, encore que c'est envisageable. Truc rigolo, par exemple, le Royaume-Uni, jusqu'à la semaine dernière, le Royaume-Uni, c'était l'Union européenne, vous pouviez y envoyer des données. Aujourd'hui, le Royaume-Uni n'est plus l'Union européenne. Donc, les exportations de données vers le Royaume-Uni posent un petit problème depuis quelques jours, d'un point de vue juridique. Alors, sachant que là, en catastrophe, avec le Royaume-Uni, il y a eu un accord disant qu'il conservait le RGPD pendant encore 6 mois. Donc voilà, il vous reste 6 mois pour savoir si vous avez des données au Royaume-Uni pour trouver une autre solution.
Mais avec le Royaume-Uni, on est dans l'inconnu aussi des échanges de données. Mais comme je vous le disais, quand vous en êtes là, voilà, il faut faire appel à quelqu'un qui s'y connaît un peu plus. Et puis, une fois que tout ça est réglé, eh ben, vous devez informer toutes les personnes concernées de tout ce que vous faites de leurs données. Le RGPD est très féroce sur le fait que les gens doivent être mis au courant, doivent savoir ce que vous faites avec leurs données. Ce qui ne veut pas dire qu'ils doivent consentir, de nouveau, mais ils doivent être mis au courant. Donc, vous devez les informer traitement par traitement, et donc des conditions d'utilisation qui disent en vrac on collecte un peu de tout, c'est ce qu'on lit partout sur le net, on collecte un peu de toutes vos données, puis on en fait un peu n'importe quoi, et puis on les vendra un peu à n'importe qui. Ça, c'est plus possible. Et il faut dire exactement, je collecte votre numéro de sécu parce que vous êtes mon employé et que j'en ai besoin pour les cotisations sociales. Je collecte votre numéro de carte bancaire parce que vous êtes mon client et que j'en ai besoin. Et je la conserverai pendant le temps de la transaction, plus 3 mois, plus un délai légal, je ne sais pas, risque de litige. Enfin voilà, il faut que vous donniez des informations très précises aux personnes sur ce que vous faites avec leurs données, qui sont vos sous-traitants, donc je les envoie à Google, etc. Et donc une fois que vous avez rédigé tout ça, voilà, vous mettez tout ça en ligne, et du coup, voilà, vous êtes à ce moment-là à peu près propre par rapport aux exigences du RGPD. Mais sachant que c'est une situation qui est très mouvante, c'est pour ça que voilà, à ce niveau-là, il faut faire appel à un spécialiste. C'est quelque chose que vous ne pouvez pas inventer tout seul, ni même vous tenir au courant tout seul de ce qu'il faut faire. Oui ? Qu'est-ce qui se passe si l'employeur manque pardon. Je souhaite la prochaine. Qu'est-ce qui se passe si l'employeur manque à ses obligations sur le dernier point que vous avez mentionné, c'est-à-dire information des personnes? C'est ce que... ils peuvent se prendre 100 millions d'euros d'amende, là, comme Google la semaine dernière. Parce que la semaine dernière, la CNIL a reproché à Google de mal informer les internautes, et donc elle lui a mis 100 millions d'euros. Alors, mais la CNIL, elle adapte ses sanctions à la taille de l'entreprise. J'ai vu qu'elle a sanctionné une PME, même une TPE, je crois. Elle a sanctionné une TPE aussi la semaine dernière. Et là, elle a dû lui mettre quelque chose comme, je ne sais plus, 3 400 €. Enfin voilà, c'est pour dire que les TPE ne sont pas à l'abri, mais qu'évidemment, elles ne vont pas se prendre 100 millions d'euros d'amende non plus. La CNIL va proportionner la sanction par rapport à la taille de l'entreprise. L'objectif étant quand même que ce soit dissuasif et que ça fasse aussi un exemple. Donc il faut quand même que ça fasse mal. La CNIL a aussi sanctionné, elle a beaucoup sanctionné ces derniers jours, elle a sanctionné aussi des médecins libéraux, le médecin de quartier, qui avaient fait des bêtises avec les données de leurs patients. Et donc là aussi, elle les a sanctionnés publiquement pour l'exemple. Donc c'est-à-dire que personne n'est à l'abri, pas même la TPE, pas même le médecin avec son cabinet en bas dans la rue. L'idée, c'est qu'il faut que tout le monde sache que ça existe et que tout le monde fasse les démarches pour se mettre en conformité, ce qui est une démarche qui prend du temps. On ne peut pas faire ça du jour au lendemain. D'ailleurs, il y a des escrocs qui se sont lancés dans le business en essayant de vendre aux entrepreneurs des packages, remplissez un papier et puis là, ça y est, vous serez en conformité. Et surtout, vous signez un chèque, vous remplissez un formulaire, vous signez un chèque et vous serez en conformité. Non, c'est pas... c'est presque de la plaisanterie, mais presque pas. En gros, du RGPD sans douleur, ça n'existe pas. Malheureusement, être conforme, faire une démarche qui se met en conformité, qui vous met en conformité, ça nécessite de l'implication, déjà de l'implication de la direction, et ça nécessite des efforts, ça nécessite un investissement. Et l'investissement que vous allez y mettre, il doit être proportionné à l'enjeu pour vous. Si vous êtes le boulanger en bas de la rue, qui a juste les numéros de carte bancaire des clients qui payent par carte bancaire, bon, vous avez peu d'efforts à faire. Si vous êtes une entreprise du numérique qui crée des applications mobiles ou sur smartphone, etc., vous allez avoir beaucoup plus d'efforts à faire. Et donc, c'est à vous de proportionner l'investissement en fonction de vos enjeux. Oui, oui. Deux questions, s'il vous plaît. Quelle est, selon vous, la raison fondamentale de cette réglementation européenne? Est-ce véritablement pour protéger nos droits et je pense protéger notre vie privée, c'est-à-dire la non-utilisation de ces données par Google ou par d'autres groupes? Est-ce véritablement protéger les droits des Européens?
est-ce un moyen pour l'Europe et les pays, les États européens de lutter contre l'envahissement américain et notamment des GAFA? Ou y a-t-il une autre raison, par exemple, un moyen pour les États de contrôler aussi l'information, de mieux connaître les citoyens, sans que, bien évidemment, ce soit dit publiquement? Première question. Deuxième question, est-ce que les services de police en France ont la possibilité, auprès de Google notamment, d'avoir des informations qui ne sont pas publiques, par exemple, utiliser ce qui est véhiculé via Google Home, vous savez, ce petit boîtier qui permet de communiquer dans une maison, ou avoir accès aux ordinateurs lorsque on recherche une personne qui a été enlevée, lorsqu'on recherche quelqu'un qui est soupçonné d'un crime. Est-ce que les services de police peuvent avoir accès aux services de Google, ce qui supposerait soit un accord tacite, soit un accord plus formalisé entre le ministère de l'Intérieur que vous représentez et certaines des GAFA? Merci bien. Là, je vous pose la question parce que ce dernier cas s'est posé pour quelqu'un que je connais qui a fugué, et il semblerait que les services de police aient eu accès à des informations alors même que ces informations n'étaient pas connues. Alors, en fait, il y a plusieurs questions dans vos questions. D'abord, je ne suis pas ici en tant que ministère de l'Intérieur, je suis ici à titre d'expert pour vous aider, mais je n'ai pas ma casquette ministère de l'Intérieur. De manière générale, l'objectif du RGPD, c'est bien de protéger le citoyen, aussi bien face aux GAFAM ou aux entreprises, mais aussi face à l'État. L'origine de tout ça, en 1974, c'était le scandale Safari. C'était un projet du ministère de l'Intérieur qui a fait scandale, qui a conduit à l'adoption, 4 ans plus tard, de la loi Informatique et Liberté et à la création de la CNIL. Donc, à l'origine de tout ça, dans l'ADN, il y a une défiance contre l'État. Et ensuite, on s'est rendu compte au fil des décennies que c'est peut-être pas l'État qui en sait le plus sur vous, que finalement, ce sont des entreprises privées et donc en premier lieu les GAFAM. Par exemple, nous, ministère de l'Intérieur, qu'est-ce qu'on sait sur vous? On va savoir que, encore, même ce on chez nous n'est même pas centralisé, c'est-à-dire qu'on a plein de fichiers en silos séparés et on n'a aucun moyen de les relier entre eux automatiquement. Si on veut savoir, il faut aller à la pêche dans chacun des fichiers. On sait sur vous, on saura, mettons que si vous avez un passeport ou une carte d'identité, évidemment on le saura. Vous avez un permis de conduire, on le saura. Vous avez une voiture, on aura la carte grise. Vous êtes électeur, donc on sait que vous êtes dans le fichier électoral. Je ne parle pas des aspects police, si vous avez eu ou pas, oui, on connaît le nombre de points sur votre permis de conduire. Si vous avez des ennuis avec la police, évidemment, on le sait. Mais voilà, c'est à peu près tout ce qu'on sait sur vous. Et vous vous rendez compte que c'est des choses qui sont très statiques. Votre passeport, vous l'avez depuis 10 ans. On sait que vous avez un passeport depuis 10 ans. Ça ne nous avance pas beaucoup. Pensez que les GAFAM, et même plus largement, toutes les applications que vous avez téléchargées sur vos smartphones, ils savent à quelle heure vous vous levez le matin, parce que dès que vous bougez le téléphone, ils savent que le téléphone vient d'être allumé, vient de bouger. Ils savent où vous avez dormi. Ils savent à quelle heure vous vous êtes endormi. Si vous avez du quantified self, ils savent si vous êtes en train de marcher dans la rue ou de courir ou pas. Ils savent quelles sont vos connexions Internet minute par minute. Ils savent si vous avez suivi mon intervention ou si vous étiez en train de surfer sur votre smartphone pendant ce temps-là. Voilà. Nous, ministère de l'Intérieur, on ne sait pas tout ça. Donc, la somme d'informations qu'ont les GAFAM est 1 milliard de fois supérieure à ce qu'a l'État sur vous. On est super en retard. Mais tu restes à déjeuner. Oui. Non, mais c'est sur la définition des données personnelles. Est-ce qu'on peut revenir sur la définition? On revient au début. Oui, parce que vous avez dit que ma définition était une légende urbaine, alors j'aimerais juste un peu clarifier. Donc, une donnée personnelle est toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable. Oui, mais oui. Une personne peut être identifiée directement ou indirectement, on est d'accord? L'identification d'une personne physique peut être réalisée à partir d'une seule donnée ou à partir du croisement d'un ensemble de données. Oui. D'accord? C'est ce que j'ai dit? Non, vous avez dit que c'est une information qui permet d'identifier une personne. C'est ça qui est... Alors, on s'est mal compris, alors. Vous êtes d'accord avec ma définition? Ça oui, mais ce n'est pas une information qui permet d'identifier une personne. Le fait que nous soyons majeurs ne permet pas de nous identifier. S'il y a quelqu'un, si là, il y a l'accueil en bas qui vient en disant on demande à l'accueil quelqu'un qui est majeur, si vous avez dit que c'est seulement... On s'est mal compris, alors. Ouais. Je voulais juste clarifier parce que c'est quand même la base du RGPD
Et je suis DPO et je sais que beaucoup de mes clients ne comprennent pas, ne réalisent pas ce que c'est qu'une donnée personnelle. Justement, oui, c'est pour ça. C'est pour ça que je pose toujours la question. Oui, alors, la réponse à la deuxième question. Alors, je ne suis pas spécialiste là, de ces trucs-là parce qu'on n'est plus en RGPD. Là. À partir du moment où vous passez en police ou encore plus en renseignement, alors le renseignement, c'est carrément hors droit de l'Union. Donc, il n'y a carrément pas de texte européen sur les... ce que je veux dire, c'est que si c'est les services, si c'est la DGSI qui essaye de vous... ça c'est des systèmes pour pénétrer notre portable et notre système de la maison. C'est pas légal, mais heureusement qu'ils en ont, je pense. Heureusement, j'ai pas compris. Ils ont des systèmes pour pénétrer notre portable et savoir qui on a appelé, ce qu'on a regardé sur Internet et avoir accès au contenu de notre portable ou le fameux Google Home. Mais je voulais savoir si il y avait des accords entre les services de police ou les services de renseignement et les GAFAM sur l'utilisation de ces données traitées par les GAFAM. C'est ça qui m'intéresse en fait. Ou alors, est-ce que c'est fait illégalement, mais légitimement, je suis avocat, mais légitimement pour la protection et la sûreté publique? Non, je dirais plutôt que quand la police fait une enquête, quels que soient les moyens qu'elle fait, elle le fait sur réquisition du juge et sous le contrôle du juge. Donc c'est plutôt là. Je ne pense pas qu'il y ait un accord, enfin j'en sais rien, j'en sais rien, mais je ne vois pas un accord avec self-service où la police peut se brancher sur n'importe qui. Je vois plutôt, enfin j'envisage, mais il faudrait leur poser la question, je n'ai pas la réponse, je dirais plutôt que c'est le juge qui demande de faire une enquête sur telle personne, et donc du coup la police prend des dispositions par rapport à cette personne-là. Et du coup c'est au cas par cas et sous la couverture du juge d'instruction.